Bonjour étudiantes, bienvenue sur une nouvelle vidéo de la série régulière et c'est peut-être une des vidéos qui sera le plus importante, en tout cas pour moi qui me sera très utile. Je l'ai intitulé WAF Light ou WAF Alarm, je ne sais pas encore exactement. Donc le WAF qui est l'acronyme de Women Acceptance Factor, c'est un terme anglais qui est apparu dans les débuts des années 80 qui consiste à indiquer est-ce que oui ou non vos chères et tantes sont capables d'accepter l'intrusion dans le foyer de toute cette technologie. Et là, je parle évidemment de tout ce qui est votre système énergétique de production solaire ou autre qui va alimenter la maison. Donc, le but de cette vidéo, c'est de réaliser un petit projet à base de SP32 et de SPHOM, comme d'habitude, qui permettra de gérer automatiquement des bandes OLED alerteurs sur la capacité restante de votre batterie et la charge en cours de votre système. Donc, ce que je propose, c'est de faire plusieurs indicateurs visuels en termes de colorimétrie, du vert, orange, rouge, comme un feu tricolore, mais également en jouant sur le clignotement. Voilà, donc quand ça commence à clignoter de plus en plus rapidement, c'est-à-dire qu'on arrive typiquement en fin de capacité de batterie. C'est donc quelque chose de très important puisque nos chers étangs ne sont pas forcément en adéquation ou sont conscients de la charge énergétique de certaines de celles-ci, quand on lance un sèche-cheveux par exemple, un micro-ondes, etc. Et si on lance tout en parallèle, ça peut faire des pics de consommation assez monstrueux. Et finalement, des petits objets qui ont l'air de rien sont de très consommateurs énergétiques. Donc avec ce genre de système, on a une sorte de prise de conscience et donc du coup c'est pour lutter ou faire diminuer ce WAF quelque part au travers de ces bandes. Un tel système que je vous propose d'installer doit être installé effectivement proche des grosses charges, typiquement proche d'une cuisine ou d'une salle de bain, pas loin du sèche-cheveux par exemple, et ou autre gros consommateur, donc normalement vous savez rapidement où il se situe. Alors, au niveau de l'interface, je vous propose celle-ci, mais elle est en cours de développement, il n'y a pas de graphisme. Alors, comme il est basé, en tout cas sur mon projet, sur mon premier WAF Alarm, sur un ESP32 sur lequel, qui va être placé près de la cuisine, j'en ai profité pour greffer un BME 680, qui est un capteur de température, pression, humidité, mais également capture également le niveau de CO2 et l'indice de confort de qualité de l'air, l'IAQ. Donc ça, c'est intéressant. C'est un module qui coûte pas très cher, bon, dans les 12 euros. Donc un ESP32 est une bête de puissance, profitez-en aussi pour rajouter certains capteurs annexes. Alors, il va falloir un bandeau LED dans cette opération et il vous faudra, si possible, un sans matière plastique parce qu'il ne faut pas qu'il soit waterproof. Ça vous permettra de le découper vraiment à longueur pour pouvoir l'insérer dans votre système, futur système d'accueil de une boîte typiquement, pourquoi pas en impression 3D. Donc vous en avez plein et je vous conseille de prendre par exemple avec ce chip 2812B à 60 LED parce qu'ils peuvent s'alimenter directement en 5 volts, ça tombe bien. C'est typiquement la tension que vous allez utiliser pour alimenter votre ESP32. Alors, en termes de montage, c'est peut-être un des plus simples que je vais vous proposer, mais là, la difficulté ne se trouve pas dans la partie électronique. Un ESP32, lequel vous voulez, pourquoi pas une version U, avec antenne déportée. Mais vous voyez ici, sur un bus I2C alimentaire en 3,3 volts, le BME 680, avec son capteur en MEMS ici. Et puis, au niveau du bandeau LED, avec le modèle que je vous propose, il suffit de l'alimenter en 5 volts, ici, le fil rouge et le plus 5 volts. Attention, le fil blanc, c'est la masse, et le fil vert, c'est le fil de data qui est ici connecté en GPIO 23. J'ai oublié de mentionner que la partie de C est en GPIO 21-22, du classique pour un ESP32. Donc, vous avez vu, rien de très compliqué. Vous voyez le mien, vous voyez, vous avez le 680. BME 680 et puis le fil conducteur là, le raccord que j'ai directement soudé à même, que je mettrai dans une breadboard ou dans une petite carte dans un deuxième temps pour l'installer dans un module confortablement. Donc en fait, la difficulté de ce projet, c'est plutôt faire un peu la
codage en ISP-Home, de la gestion de ces lumières-là. Et notamment, il va falloir récupérer des informations très importantes qui est au niveau de votre batterie. Alors, si je vous montre un peu mon PV Brain, mon interface actuelle de mon PV Brain, ben, vous avez notamment, à travers de mon JKBMS, vous avez les informations de courant qu'il va me falloir, voilà, et également l'information de la capacité restante de ma batterie. Vous voyez, là, elle est chargée à 99%. Donc, en jouant sur ces deux paramètres, eh bien, je peux jouer pour le premier cas sur la colorimétrie. Donc, si je tire, par exemple, au-delà de moins 1 ampère, c'est-à-dire je suis en dessous de, je tire moins 2, moins 3 ampères, le bandeau LED commence à s'éclairer, d'accord, et en lumière verte. Si je suis encore en dessous de moins 20, moins 25 ampères, je commence à tourner en orange. Et si je suis en dessous de moins 50 ampères, attention, c'est une lourde charge qui est en cours, je mets le bandeau en rouge. Toutes ces choses-là, toutes ces valeurs de save peuvent être réglées au travers de ces trois premiers sliders, qui, je vous rappelle, en Home Assistant, ce sont des input numbers. Alors, vous voyez également 4 autres sliders, en tout cas les 3 premiers, va être en fait va jouer sur le côté flash lumineux, donc le côté intermittent de l'illumination. Et là, pour le côté intermittent, on va jouer plutôt sur la capacité. D'accord, donc ça va être une couple colorimétrie et puis flash intermittent. Et donc là, vous allez pouvoir régler que ça commence à flasher si je suis en dessous de 50%, et puis de plus en plus rapidement si je suis en dessous de 30%, et puis si j'arrive entre 30 et 20%, attention, là, ça flash plus rapidement. Enfin, vous avez un slider qui permet de régler l'intensité lumineuse. Voilà. Alors, donc, c'est 7 input numbers qu'il va falloir effectivement importer dans votre modèle ISP-Home. Oui, on peut également envoyer depuis Home Assistant vers un ISP-Home des informations qui viennent de Home Assistant. Alors, sur cette droite, vous voyez une carte qui est marquée Scheduler. J'en avais déjà parlé pour le Mosquito Killer, puisque je le trouve absolument génial pour justement programmer quelque chose dans le temps. Donc cette alarme-là va être opérationnelle au moment où on vit dans la maison, donc typiquement en journée. Alors donc du coup, ici, comme vous allez le voir, j'ai programmé sous un schéma temporel que, par exemple, entre minuit et 6h30 du matin, ce système d'alarme est éteint, puisque normalement, il n'y a pas trop d'activité à la maison, et puis devient opérationnel de 6h30 à 22h30. Vous voyez un 1 ici. Et à partir de 22h30, le système automatiquement s'éteindra puisque j'ai un 0 également. Donc ça, vous le faites avec une carte que vous allez récupérer dans Axe. Et si ce n'est pas déjà fait, vous allez dans le partie front-end et donc vous installez. Alors moi, il est déjà installé, donc il se trouve forcément tout en bas et la carte n'est pas en vert. Elle s'appelle Scheduler Card. Donc vous, si c'est la première fois que vous devez l'installer, elle va se trouver dans cette liste ici, donc avec un bandeau vert. Donc vous faites un CTRL F, okay, et vous commencez à taper Scheduler. Voilà les premières lettres, Scheduler, et puis vous allez tomber dessus et vous cliquez ici sur Install. Alors une fois que c'est installé, vous devez par exemple programmer, comme je l'ai fait moi, sur un déploiement temporel. Donc la première fois que vous l'utilisez, il n'y en aura pas. Vous devez ajouter un nouveau scheduler. Et puis vous cliquez sur Make Scheme, pardon, on va le dire en bon anglais. Et vous allez pouvoir définir par défaut, il y a 3 intervalles, ça tombe bien, c'est ce qu'il nous faut, mais vous pouvez en rajouter ici, si vous cliquez Add, vous pouvez rajouter un 4e intervalle, 5e intervalle, suivant les choses. Donc ce qui va être important, c'est de dire que les sorties de ce scheduler sont soit des 0 ou soit des 1, en fait, qui vont nous servir d'activation dans ISP-Home pour oui ou non d'allumer les lumières. Donc ça va être en fait une des conditions qui sera constamment vérifiée dans la boucle de régulation que je vais vous montrer dans ISP-Home. Alors, si vous voulez plus d'informations, comment rajouter ces carrés, j'en parle bien dans la vidéo Mosquito Killer que vous allez trouver quelque part par là. Hop, voilà, par là, tac, 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 voilà, en haut à droite. Et normalement, vous allez avoir plus amples informations où je vous montre en détail comment définir un par un, rajouter ces blocs et mettre ces valeurs de 1, 0 ou 1. Alors, en termes de Home Assistant, il nous reste à faire ces input numbers, c'est-à-dire ces sliders, ces 7 sliders qu'on vient de voir. Et donc, vous allez dans le fichier input numbers avec un s.yam.
Si celui-ci n'existe pas parce que vous venez de commencer Home Assistant, je vous invite à regarder mes anciennes vidéos. Donc, il vous faudra créer dans le répertoire /config un nouveau fichier vierge. Comment on fait? On clique ici, on clique sur le plus ici, New File, et vous le sauvegardez sous le nom Input Numbers avec un underscore, du tiré du 8 entre les deux, avec un S. Et dans le fichier configuration.yalm, donc qui est vraiment le fichier de défaut de Home Assistant, il faut que vous soyez sûr que vous avez à un moment donné l'include, vous voyez, input numbers, un point d'exclamation, input numbers avec un S. Et donc là, il va chercher par défaut dans /config, /config. Alors, on va réouvrir ce fichier-là, input numbers, qui doit se trouver quelque part, voilà, input numbers, et on va regarder tous ceux que j'ai créés pour ce WAF Lite, pour l'instant je l'appelais comme ça. Donc ici, vous avez le scheduler, voilà, donc qui va me permettre un peu de faire les choses. Donc il va récupérer les informations de 0,1 que me fait le scheduler card, d'accord, donc, et qui va être donc impacté et qui va être mis à jour, ce input number grâce à cette card, d'accord. Donc il va falloir prendre que l'état initial c'est 0 et l'état maximum c'est 1 et le step c'est 1, donc c'est comme ça qu'on définit finalement une variable booléenne. Je vais définir un slider pour le brightness, c'est-à-dire l'illumination, la brillance de votre bandeau LED, voilà. Alors si vous alimentez directement avec un ESP32, si votre alimentation est un peu faiblarde, si vous allez à 100%, vous allez voir que votre ESP32 au niveau du port USB fait un drôle de bruit, mais bon, ne vous inquiétez pas, c'est pour ça que je vous propose de mettre un slider pour régler l'illumination qu'à 40 ou 70%. Voilà, ça va dépendre un peu de votre alim 5 volts en fait, quelque part. Et puis là, on va retrouver pas mal les triplés ici. Donc, ce que j'appelle intensité seuil haut, intensité seuil moyen, intensité seuil bas, qui correspond au niveau seuil pour changer, pour commencer à allumer en vert, puis après passer de vert à orange, et puis de orange en rouge au niveau des colorimétries. Donc, vous avez des sliders avec une valeur initiale, un min, un max. Donc là, c'est des valeurs en ampères, entre moins 20 ampères et 10 ampères pour le seuil haut, moins 40, moins 10 avec initial à moins 25 pour le seuil milieu, et puis entre moins 120 à moins 30 avec une valeur à moins 50 pour le seuil de barre d'intensité, là où vous êtes associé aux grandes charges. Identiquement, pour les capacités de la batterie, donc capacité restante évidemment, vous avez des seuils hauts, des seuils moyens et des seuils bas avec leur valeur initiale et leur borne d'amplitude maximum avec les unités. Donc, quand vous avez fait écrire ces quelques lignes, vous allez dans configuration, voilà, ici, et vous allez tout en bas dans Settings, hop, on va cliquer dessus, et vous faites check, vérifier la configuration. Si vous avez bien écrit les lignes sans faire des décalages des espaces, vous savez c'est du YAML, c'est très sensible aux espaces. Une fois que vous avez configuration validée, vous n'avez pas besoin de redémarrer, parce que comme c'est des input numbers, vous allez ici et normalement vous cliquez sur Input Numbers et il va le recharger. Donc, il va voir qu'il y a eu des modifications dans le fichier Input Number.yam, il va le recharger et le mettre à jour. Donc là, pas besoin de redémarrer. Donc, c'est tout pour ce qui concerne Home Assistant. Ah oui, il faut les rajouter dans l'interface. Bon, alors, je vais refaire un peu vraiment des vidéos du débutant. Pour ceux qui n'ont jamais vu comment rajouter des entités qui viennent de créer, vous faites à une nouvelle vue. Donc, d'abord, vous rentrez en mode édition de l'interface graphique. Je vais voir les 3 petits points. Vous faites Edit, voilà. Donc, si c'est une première fois, une nouvelle vue, vous cliquez sur un plus. Moi, je l'ai déjà fait. Donc, on va regarder ce que j'ai mis. Et puis, je l'ai appelé WAF Lite. Vous voyez, j'ai mis cette icône-là qui s'appelle String Lights, donc un bandeau de LED. Et puis, l'URL, bon, ça, c'est pas bon. Et puis, voilà. Donc, quand vous faites Save, vous allez avoir un dashboard vide et pour ajouter juste ces genres d'entités, ça s'appelle un tableau d'entités. Vous cliquez sur Add Card, voilà, et puis ajouter une carte. Et puis à un moment donné, vous devez avoir entité, voilà. Vous cliquez dessus et puis là, vous lui donnez un nom et là, vous choisissez les entités ici et vous les rentrez. Donc vous avez au moins vos 7 input numbers qui vont apparaître ici les uns derrière les autres. Et quand vous avez rajouté, vous devrez les voir apparaître ici et vous sauvegardez. Et voilà, vous venez de rajouter un tableau d'entités. Alors, vous faites pareil pour les entités. Là, ce sont celles qui viennent d'ESP-Home, que je vais parler dans un petit moment, et le scheduler que je vous ai déjà présenté. Alors maintenant, on va s'intéresser à la partie ESP-Home. Donc, toutes ces entités ici viennent d'ESP-Home. Alors,
on va aller voir dans ESP-Home. Alors moi j'utilise la dev parce que j'aime bien avoir les toutes dernières nouveautés. Et voici le nom de mon modèle, WaveLight. Donc si vous savez, j'avais utilisé un modèle ESP-Home, vous cliquez sur plus, ça vous permet de rajouter un nouveau modèle. Ça, voilà, donc vous lui donnez un nom. Ici c'est WaveLight. Ici vous devez choisir le type de carte. Moi c'est un ESP32. Donc moi c'est déjà créé, j'édite et je vais vous montrer les lignes les plus importantes puisque je vous invite fortement à regarder mes anciennes vidéos. Donc rien de spécial, c'est WaveLight, un ESP, c'est un WRoom32 classique. Voilà, j'ai les mots de passe de mon Wi-Fi qui se trouve dans le fichier secrets.yam. Attention, c'est celui d'ESP-Home, c'est-à-dire qu'il se trouve dans le répertoire /config/ESP-Home. C'est pas le même que celui de Home Assistant qui se trouve uniquement que dans /config. Donc il y a deux secrets.yam, faites attention dès que vous utilisez ESP-Home. Alors, on y va. l'I2C, et oui, le BME 280 marche en I2C, on va lui définir. Eh ben, la clock et la data, c'est en GPIO 21-22, comme je vous ai indiqué. On scanne le bus et on lui donne un petit ID, mais là, j'en aurais pas vraiment besoin. Et puis la fréquence du truc. Allez, nouveauté, tiens, j'utilise le BME 280 avec la librairie BSEC qui permet justement de vous rajouter les mesures d'IAQ, etc., de CO2, donc c'est toujours intéressant. Donc vous devez définir l'adresse du bus I2C, donc 177, les offsets, etc., blablabla. Voilà. Et comment on définit maintenant une lumière à bandeau LED? C'est super, c'est très simple. Donc avec l'objet générique light et le plateforme, je vais utiliser FastLED. Il y en a une d'autres dans ESP-Home, mais j'utilise celle-ci. C'est la plus simple. C'est celle qui, d'ailleurs, pour un bandeau LED avec 3 fils, 2 d'Alim et 1 de data, ben, c'est vraiment la plus simple. Et vous devez préciser le chipset qu'il y a dans le bandeau LED. Voilà, c'est le 2812B. Et bien, vous voyez, c'est comme le port salut, je mets 2812B. Voilà, donc évidemment, j'ai choisi le bandeau LED pour que ça soit cohérent avec ESP-Home. Et la pin data, ben, c'est la GPIO 23, comme je vous ai indiqué sur le schéma. Je indique bien que le nombre de LED ici, j'ai acheté un modèle à 60 LED. Et attention, il y a la colorimétrie, le mapping est un peu différent. Donc c'est pas du RGB, mais c'est GRB, c'est-à-dire green d'abord, vert d'abord, rouge et bleu après. Donc sinon, quand vous cliquez sur les couleurs, vous avez peut-être une inversion. Donc c'est une permutation finalement. Je lui donne un nom dans Home Assistant, WaveLight, et un ID aussi. Alors ça, c'est une variable qui sera visible que depuis ESP-Home. ID, c'est des variables internes à ESP-Home. Name, c'est ce qui sera exporté vers Home Assistant. Je définis un switch et binary sensor. Ah, premier binary sensor, je cherche à savoir si mon onduleur est allumé. Parce que si mon onduleur en mode onduleur n'est pas allumé, donc pas besoin parce que je suis sûr que je vais jamais tirer de charge par définition puisqu'il n'est pas allumé. Donc j'importe l'état de mon onduleur depuis Home Assistant par la PVBrain Expert Switch On. C'est la variable qui me dit si j'ai appuyé ou non sur le mode inverseur de mon onduleur. Alors après, vous voyez là, je vais retrouver tous mes variables Home Assistant qui permet de récupérer l'état des sliders que je vous ai montré tout à l'heure dans l'interface. Donc c'est des variables dans Sensors, hein, évidemment, j'ai oublié de mentionner, on était dans Sensors ici. Alors, je importe depuis Home Assistant une variable qui s'appelle la valeur du courant débité par la batterie. La tension totale aussi de la batterie, mais je ne vais pas l'utiliser, donc je ne suis pas forcément obligé de la définir celle-là. En tout cas, la capacité restante de la batterie SAWIS, qui est exprimée en pourcentage. Le WAV Scheduler, vous savez, c'est la variable booléenne que vous récupérez et qui a été définie à la main graphiquement par la carte Scheduler. D'accord? Donc ça, je vais récupérer au cours du temps cette valeur d'état booléen, 0,1. Et qu'est-ce que vous avez? Vous avez la colorimétrie, hein, la luminisation de la bande LED, donc aussi que je peux redéfinir. Et puis les trois seuils pour l'intensité d'un côté. Ici, donc pour passer d'allumé en vert, orange et puis rouge. Et enfin, vous avez les trois seuils ici qui correspondent à la capacité qui va gérer en fait le niveau de clignotement. Donc quand c'est plein, ça clignote pas, tout va bien, la batterie est encore bien chargée. Quand je commence à descendre en dessous du seuil moyen, je commence à clignoter lentement. Et puis après, quand je commence à être vraiment bas en capacité de restante, je commence à clignoter rapidement. Continuons un peu notre
Yann, je vous avais des datas qui concernent le capteur de BME 680. Donc, si vous ne comptez pas l'utiliser, ben, vous pouvez zapper cette partie-là. Donc, grosso modo, qui va récupérer toutes les datas, là, les Bress, VOC équivalentes. D'ailleurs, je ne l'ai même pas fait afficher dans l'interface. Enfin, peu importe. Et vous avez du text some source. Alors, ça va être intéressant pour afficher finalement depuis combien de temps votre ESP32 est en route. Bon, alors, la régulation au niveau des couleurs. J'aurais pu le faire sur des on value chaque fois que je touchais un slider, d'accord. Et moi, j'ai préféré faire une boucle de régulation globale, donc à l'instar d'une loupe en Arduino. Et en ESP-Home, c'est le champ intervalle. Donc ça veut dire toutes les 1 seconde, puisque vous voyez ici défini par le 1S, je vais vérifier pas mal de choses. Donc d'abord, je vais vérifier si l'onduleur est en mode bypass. Donc si que la lumière est déjà allumée, d'accord. Donc si première condition que je vérifie, si la lumière est déjà allumée et que l'expert est off, d'accord. Je viens d'appuyer, je viens de relever. Alors qu'est-ce que je fais? J'éteins la lumière parce que finalement, si la mode inverseur est éteint, donc je ne pourrai jamais injecter dans la maison positivement, donc je ne vais pas toucher l'intensité de la batterie. J'arrête le système, c'est-à-dire grosso modo, quand je suis sur une 10 ou la grille, pas besoin de mettre mon alarme en cours parce que là, j'ai pas de souci. Deuxième vérification, donc un deuxième if ici, et là aussi j'ai plein de conditions à vérifier, j'en ai 4. Donc je vérifie si la LED était déjà allumée, si que le mode annuleur était déjà allumé, et je vérifie si finalement le niveau de courant en ce moment est supérieur au niveau haut, c'est-à-dire par défaut j'ai mis à moins 1 ampères. Alors le moins 1 c'est pour le routeur solaire, il fallait que je sois en dessous du moins 0,8 par défaut, donc c'est un peu corrélé. Et qu'est-ce que je vérifie? Et que en ce moment, je suis bien ma barre booléenne du scheduler et me dit que oui, je peux allumer je suis dans la tranche temporelle où je peux allumer, donc c'est pour ça que vous voyez un 1. D'accord? Si j'étais en 0, cette condition ne serait pas vérifiée, donc je ne rentrerai pas. Alors, si ces 4 conditions sont vraies, d'accord, avec le et, alors j'éteins la lumière. Voilà, donc ça veut dire que tout va bien. J'étais en mode inverseur, mais le solaire me charge la batterie, donc j'ai une intensité positive, tout va bien. Alors là, ce qui va être intéressant, ça va être par la suite, ça va être quand je commence à tirer, donc les ampérages que je tire deviennent négatifs. Alors je vérifie, est-ce que finalement le mode onduleur était bien allumé? Je commence à vérifier, est-ce que le courant est supérieur au seuil moyen? D'accord, l'intervalle, la borne inférieure, mais je suis quand même supérieur à la borne, voilà, l'intervalle bas, et inférieur à l'intervalle haut. Alors, quand ça veut dire typiquement, je suis entre moins 25 à moins 1 ampères, le cas présent avec mes sliders, et que je suis aussi OK au niveau du scellulaire, c'est-à-dire que lui, il me renvoie bien le 1, je suis dans la tranche temporelle qui va bien. Dans ce cas-là, j'allume la lumière, d'accord? Donc ça veut dire que je commence à tirer un peu de charge, je suis entre moins 20 ampères et moins 1 ampère, je commence à tirer, voilà. Et donc là, qu'est-ce que je fais? Je mets le niveau, vous voyez, le champ brightness, je veux le template, dès que vous voyez des lambdas, c'est du templating, et je vais le récupérer de l'input number que je l'ai mis au slider, que je divise par 100. Donc, vous voyez, il va mettre une valeur entre 0 et 1. Je mets la couleur verte à 100% et les autres, vous voyez, c'est à 0%, donc je suis en vert. Et en plus, je vais jouer sur le clignotement. Donc, la variable clignotement, elle est là, qui est, vous voyez, encore un lambda, c'est du templating. Et je dis, si les sliders, la capacité de la batterie était supérieure au seuil haut de la capacité, typiquement 50%, je mets 1000. 1000, ça veut dire pas de clignotement. 1000 millisecondes, ça veut dire 1 seconde. Comme j'ai des intervalles de ma loupe à 1 seconde, il va pas avoir de clignotement. Si je suis d'une capacité entre, par exemple, 30% et 50%, il va mettre un clignotement à 50%, il va alterner une fois sur 2. Et puis là, je suis à 250 millisecondes, donc là, je vais doubler la vitesse de clignotement. Donc vous avez vu ce truc où je template sur le brightness et je template sur le file length. Et en fait, je vais répéter un peu la même chose pour les autres intervalles en intensité. Donc là, je vais être entre
le seuil bas et le seuil moyen dans l'intervalle, d'accord. Et puis je vais retrouver un peu exactement la même chose au niveau brightness et flash length au niveau des choses. Donc 3 fois par exemple ce bloc-là. Alors, il nous reste encore la dernière condition en intensité à tester. Donc ça veut dire là, c'est le cas où on doit être allumé en rouge. Hein, donc c'est très fort tirage en ampérage. Voilà, je vérifie encore les mêmes 3 conditions, que le scédulaire doit bien être actif, et que là, vous voyez, le courant est inférieur au seuil bas en intensité, c'est-à-dire, par exemple pour moi, je suis inférieur à moins 50 ampères. Et puis là, qu'est-ce que je fais? J'allume la lumière, cette fois-ci en rouge, hein, vous voyez. Voilà, les autres couleurs sont à 0%, et je vais également templéter sur le File Length et le Brightness, ici. Exactement, donc je recopie en fait encore comme tout à l'heure les choses. Donc ça gère les clignotements et vous voyez qu'ils dépendent bien de la capacité restante et des seuils que j'ai définis sur l'interface. Donc voilà, c'est tout, c'est fini. Donc vous voyez la partie boucle de régulation est relativement courte. Hein. Donc je teste d'abord si j'ai les conditions pour éteindre et puis la lumière. Et puis ici, je gère la colorimétrie ici et le clignotement ici. Rien de très compliqué et en tout cas, ça fonctionne bien. Ça fonctionne bien, et donc c'est un code assez court. Et en fait, ça me sert de prétexte aussi pour vous montrer l'objet intervalle. Bon, j'en avais parlé pour le Mosquito Killer, etc. Mais voilà, c'est le pendant de Loop en Arduino pour ESP. Alors, je pourrais faire une démonstration. Par exemple, et genre typiquement démarrer une charge, ou est-ce que le routeur solaire par exemple est en cours. Voilà, j'injecte 223 watts en ce moment. Bon, je régule, il n'y a pas beaucoup de soleil en ce moment, mais par exemple, je pourrais. Alors pour l'instant, c'est éteint. Vous allez voir le bandeau LED. Hein, vous voyez ici, pas de souci. Pourquoi? Parce que la valeur d'intensité. Ici, vous voyez le JKBMS, je suis au-dessus de moins 1 ampère, donc je ne décharge pas, donc il n'y a aucune notion, aucune raison d'allumer la lumière, mais admettons que j'allume en marche forcée les choses, donc je vais allumer ici je vais mettre ici 66%, j'allume, donc là je vais envoyer de la puissance, normalement. Vous voyez, hop, j'espère que vous voyez, le bandeau vient de s'allumer. Voilà, et puis vous avez le moins 20, moins 20 ampères. D'accord. Hop, j'éteins la marche forcée. Donc là, l'intensité va redescendre, va repasser au-dessus de 0 ou de moins 1, vous voyez, ça va arriver. Et donc, au bout d'un moment, vous voyez, c'est éteint tout seul. Donc, ce qui vous montre les choses. Donc, faites-moi confiance au niveau des clignotements aussi. Ça fonctionne bien. Il me faut que je fasse un petit modèle 3D. Alors, il faut vraiment que je m'achète une petite imprimante 3D pour mettre tout ça là-dedans dans un truc coffret joli avec l'alimentation USB. Mais en tout cas, c'est une vidéo un peu originale, mais j'espère qu'elle vous a plu. Et pour moi, elle me paraît super importante. Hein. C'est vraiment vos accompagnants, il faut les sensibiliser. Je dis pas les éduquer, mais il faut que ça devienne un peu un réflexe de Pavlov. On change de façon de vivre, voilà, clairement. Et donc, et c'est par des gestes simples, avec des indicateurs lumineux, qu'on va apprendre à bien faire les choses en série, hein, vous avez compris, pour pas éviter de lancer en parallèle plein de choses. Allez, je vous dis à très bientôt.